Bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence. Avant de commencer, eh bien, comme d'habitude, je vais vous demander de faire un petit retour pour savoir si tout est bon au niveau du son et de l'image, s'il vous plaît. Merci de me le signaler dans le chat pour voir si si vous m'entendez bien pour le moment et si vous me voyez bien. Oui, je vais noter ça, moi. Je veux voir. Ok, ça commence à arriver, d'accord. Super, bon, bah parfait, très bien. Bien, alors ce soir, nous accueillons Giulio Fioravanti pour une conférence sur les peurs et les peurs inconscientes, comment s'en libérer. C'est un vaste sujet qui nous concerne tous, je pense, personne ne peut y échapper. Et voilà, bon, je ne vais pas prendre plus de place, je vais te laisser, Giulio, prendre la parole et puis te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. D'accord. Et puis enchaîner sur ton sujet. D'accord, d'accord. Bon, bien, donc, comme vous avez entendu, je m'appelle Giulio Fioravanti, je suis naturopathe et fondateur du magnétisme épigénétique. Je vous expliquerai brièvement pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et ce soir, nous allons donc parler de comment se libérer des peurs inconscientes, qui est un gros sujet. Euh, le magnétisme épigénétique, vous avez vu, il y a magnétisme et épigénétique, il y a deux mots. Le magnétisme représente tout ce qui est je veux dire, ancienne technique de soins. Mais alors technique, pas uniquement de soins à main nue comme on pourrait faire, c'est aussi les énergies en général. C'est tout ce qui est traité par les énergies depuis que l'homme est homme. Depuis que l'aube de l'humanité, ce sont des techniques qui remontent des Sumériens, etc., etc. On ne fera pas l'histoire de ça aujourd'hui. Et l'épigénétique qui est très importante aujourd'hui dans le sujet de la conversation, qui est une partie de la biologie qui étudie les effets de l'environnement sur le comportement cellulaire. Alors ça va plus que ça, le comportement cellulaire, parce que c'est sur le comportement aussi de votre structure mentale, de votre structure physiologique. Comment est-ce que le stress peut influencer vos réactions face aux événements? Comment est-ce que je veux dire, une situation difficile peut devenir chronique en vous-même et vous générer des actions répétées, ce qu'on appelle des patterns ou bien des schémas répétitifs. Voilà, ça c'est l'épigénétique. Alors, la peur, les peurs inconscientes, c'est quelque chose qui prend en effet une part très importante dans notre vie, puisque c'est un élément quasiment essentiel à notre survie. Sachant que c'est un système qui a été mis en place il y a plus ou moins 150 millions d'années, donc ça remonte loin, dans l'être humain et dans les animaux aussi d'ailleurs, ce système de réaction et de peur. À quoi ça servait au départ? Eh bien, je pense que c'était fondamental par rapport à un avertissement du danger qu'il pouvait y avoir à l'extérieur, afin qu'on puisse réagir, que le corps puisse réagir, que le système sympathique, nous verrons plus tard ce que c'est, si vous savez certainement certaines personnes, mais ceux qui ne savent pas, je vous explique un petit peu, puisse réagir et nous mettre en mode de défense ou de fuite afin de se préserver. Alors, préserver la vie, bien sûr, et petit à petit, c'est nous préserver en tant qu'être humain, c'est-à-dire préserver éventuellement d'attaques verbales, d'humiliation, de rejet, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. La peur ne date pas du XXe siècle ni même du XIXe, elle remonte très loin. Et comme je disais, à l'origine, elle avait tout son sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peurs qui sont incrustées en nous, qui sont devenues chroniques, qui sont devenues inconscientes, non pas par un danger physique, c'est-à-dire un ours qui nous attaque, par exemple, pour ceux qui connaissent cette sorte de l'ours, là, on n'est pas agressé par un ours, mais je veux dire, dans notre corps, à partir de l'embryon, on va commencer à partir de l'embryon, parce que vous voyez, ça remonte loin les peurs chroniques. À partir de l'embryon, déjà, l'embryon va, entre guillemets, subir les effets de son environnement.
En effet, il est dans le ventre de la maman. Bon, génétiquement, il va y avoir un développement qui va se faire. Hein, il va y avoir les caractéristiques du père et de la mère, ou du grand-père et de la grand-mère, etc. Ça, c'est le côté physiologique. Mais aussi, une façon de structure mentale. La structure mentale va commencer à se développer en même temps. C'est-à-dire que l'enfant va réagir aux effets de l'environnement. S'il est dans une maman, par exemple, qui vit du stress, eh bien, inévitablement, l'embryon va être dans cet environnement de stress. Donc, il va déjà commencer d'abord à capter l'information et puis éventuellement à commencer à réagir, à mettre en place sa structure mentale qui va être formée petit à petit, petit à petit. Après, quand il devient je veux dire bébé, enfin à la naissance, donc il y a un bébé, et bien là c'est pareil, le contact avec les parents, avec les proches va avoir énormément d'importance sur son côté sécure ou insécure, l'insécurité créant la peur. Donc, et donc, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, eh bien, la structure physiologique va se former et la structure mentale va se former aussi. Alors, on dirait que bon, les parents, nos parents ou les parents d'aujourd'hui ne sont pas toujours bien, comment je veux dire, bien informés ou suffisamment conscients de l'impact de leur comportement vis-à-vis de l'enfant. Et un enfant qui va grandir dans l'insécurité, eh bien, va développer des peurs inconscientes. Des peurs inconscientes d'abord de rejet, d'abandon, donc ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme que vous connaissez sans doute de Lise Bourbeau. Et suite à cela, il va se mettre un système de défense naturelle pour se protéger de cette souffrance que engendrent ces blessures. Et ces souffrances vont devenir elles aussi chroniques. C'est-à-dire que notre inconscient qui enregistre tout, qui est un gros disque dur, mais qui agit sur notre vie à 100%, on va peut-être dire 99,9% pour laisser un petit peu part à la conscience, mais nous fonctionnons d'une manière mentale et physiologique, d'une manière très très inconsciente. Et lui gère tout ça, mais il va gérer tout ça par rapport à ses expériences, par rapport à ce qu'il a vécu et en associant ce qu'il connaît. Et donc, un enfant qui a vécu dans un milieu, je veux dire, difficile, je ne parle pas toujours d'extrême violence, parce que là, c'est clair que dans l'extrême violence, il y aura des réactions de peur et de comment je veux dire, de souffrance, mais dans un milieu où, apparemment, même s'il est aimé, et je ne mets pas en cause les parents ici, je ne mets pas en cause leur volonté d'aimer l'enfant, hein, je veux dire, même des parents qui sont violents, parfois aiment leur enfant et ne savent pas agir autrement. Ils croient que c'est le seul moyen, la fessée, c'est le seul moyen de faire comprendre à l'enfant qu'il ne faut pas faire les choses. On en reviendra là-dessus, c'est peut-être pas le seul moyen. Et donc, vous avez sans doute entendu parfois, mais c'est pour ton bien que je te colle une fessée, ou bien c'est pour ton bien que je t'engueule. Bon, vous avez déjà entendu ça, des parents qui parlaient comme ça. Or, c'est peut-être pas la bonne solution parce que ça engendre de la peur chez l'enfant. Et cette peur, si elle devient chronique, va engendrer comment je veux dire, des patterns qui vont se répéter dans ses relations amicales, ses relations amoureuses, et qui fait qu'il va être prisonnier de ses peurs, parce que ses peurs vont le dominer quelque part, enfin les réactions vont le dominer, et il ne va jamais réussir à avoir des relations harmonieuses, parce que c'est toujours ces peurs qui vont enclencher le processus. Bon. Alors, donc, attendez juste un petit peu, parce que je suis en train, mon petit écran, je vois plus l'écran, bon, voilà, ça revient. Donc, ces peurs qui vont petit à petit rentrer dans l'inconscient vont agir d'abord sur sa physiologie. En effet, des enfants qui vivent dans la peur, on peut le constater aussi d'une façon purement technique, c'est-à-dire avec une prise de sang par exemple. On va constater qu'il y a beaucoup d'adrénaline dans le sang, il y a beaucoup de cortisol, et tout ça va agir sur le développement de l'enfant, aussi bien mental que physique. Et dans le schéma comment je veux dire, de Lise Bourbeau, nous avons des constitutions physiques, par exemple, pour le rejet, c'est des personnes qui sont minces avec des petites articulations, etc. Donc ça va agir sur le développement de physiologie de l'enfant. Et bien sûr, sur son comportement mental. Et comme elles sont inconscientes, par la suite, quand nous allons devenir un peu adultes, eh bien, il y a des patterns qui vont être définis et ça va agir sur toutes les sphères de notre vie. C'est pas parce qu'un parent, par exemple, a été moins aimant que vous allez dire oui, c'est juste dans mes relations amoureuses que ça va se répercuter. Pas du tout, ça va se répercuter sur toutes les sphères parce que vous êtes teinté, ce que j'appelle le grillage énergétique
C'est-à-dire que votre structure énergétique va être constituée de toutes ces peurs. Et dès que vous allez pouvoir émettre quelque chose, ça passe à travers ce grillage énergétique qui va teinter votre façon d'être. Et vous pouvez très bien avoir l'impression, par exemple, de parler tout à fait calmement à quelqu'un. Or que si vous vous entendiez, mais vous êtes violent vis-à-vis de cette personne. Mais pour vous, non. Parce qu'en fin de compte, vous parlez à travers votre grillage. Vous dites, mais non, si on vous dit, mais tu as vu comment tu me parles, mais comment je te parle naturellement. Vous ne vous rendez même pas compte de l'impact que vous allez avoir sur les personnes qui sont autour de vous, qui eux ne vous perçoivent pas du tout de la même façon. Et vous qui pensez que vous êtes tout calme à vous exprimer, d'une façon inconsciente, vous allez vous exprimer à travers ces peurs, à travers ce grillage énergétique qui va totalement modifier votre comportement vis-à-vis des personnes qui vous écoutent. Et généralement, ce genre de peur, c'est quelque chose qui est figé en vous, qui est inscrit en vous et qui, je dirais, ne s'efface pas. L'inconscient garde tout. À partir de l'embryon déjà, il va tout garder en mémoire, donc il va tracer des sillons neuronaux, ce qu'on appelle des sillons neuronaux de comportement, et ce sont des sillons, une fois tracés, eh bien, ne s'effacent pas, ça reste. Donc vous allez me dire, mais comment je fais maintenant pour faire autre chose, puisqu'en fin de compte, c'est tracé. On va en parler un peu plus tard, mais on va d'abord continuer sur aussi les peurs. Alors les peurs, quand je parle des peurs, je ne parle pas uniquement la peur d'un ours, c'est de la frayeur, ça peut être de l'effroi, ça peut être des moments d'angoisse, d'anxiété, etc. Ça engendre de la peur. Donc c'est large, hein, le spectre de la peur. Hein. C'est pas uniquement quand vous êtes dans le noir et que vous avez peur. C'est beaucoup plus loin que ça. C'est par exemple avoir peur de la réaction d'un parent, avoir peur de ce qu'on va penser de vous, avoir peur d'être jugé, avoir peur. Tout ça, ce sont des peurs aussi qui sont peut-être moins flagrantes, mais qui sont des peurs et qui influencent votre comportement. La peur de ce qu'on va penser de moi va induire votre comportement vers un comportement de faire attention, de vous oublier totalement. Vous oubliez totalement sur votre senti et agir en fonction de ce que vous ne voulez pas qui arrive, enfin que vous croyez, et donc d'agir en fonction de ça. Donc vous oubliez totalement. Vous oubliant totalement, il y a d'autres peurs qui vont se créer parce qu'en fin de compte, vous n'existez pas. Or que vous voulez exister, puisqu'en fin de compte, vous agissez en fonction des autres et non pas en fonction de vous-même, mais il y a la peur de disparaître. Et la peur de disparaître, c'est la mort. Donc, vous voyez, ça va très loin. Hein. C'est pas uniquement une peur bien visible, c'est quelque chose qui est très très fin et très très subtil. On ne perçoit pas toujours ça. L'ego, par exemple, qui est un outil formidable, qui parfois peut être un peu encombrant, eh bien, va se coller parfaitement à ces peurs inconscientes et nous faire un masque. Un masque de contrôlant, par exemple, un masque de fuyant, un masque le masque comment je dire, de l'injustice, le rigide. Donc ça vous fait des masques et ça vous fait comment je dire, un état d'être qui est vous en soi, mais qui n'est pas votre intérieur. Tout ça, c'est une protection mise en place en réaction aux peurs intérieures que vous avez. Et là, si vous vivez dans ce masque-là, eh bien, derrière, il peut y avoir beaucoup de souffrance. Une souffrance comment je veux dire, qui va parfois faire en sorte que nous allons occulter des souvenirs. Un enfant qui a vécu des traumatismes importants, qui est devenu des situations de traumatisme, eh bien, il va occulter ce souvenir-là parce que la souffrance étant tellement forte qu'il va peut-être même enjoliver ce qu'il a vécu pour rendre cette souffrance supportable. Alors, ça n'efface en rien la souffrance, parce que derrière la souffrance est là, mais il va enjoliver. Il va enjoliver ses parents, ou alors, c'est quand on verra plus tard les adultes, il va trouver que ses parents étaient formidables. Il va les excuser, il va amoindrir les faits qu'il a vécus. Donc vous voyez un petit peu comment est-ce que ça se passe dans l'inconscient, c'est que l'inconscient, gardant tout ça en mémoire, la conscience va totalement occulter des parties trop souffrantes. Mais ça ne change rien à l'intérieur, vous restez souffrant. Et donc vous allez créer votre masque, les masques que j'ai cités, croyant que tout va bien. Et en effet, vous avez l'impression, si je pose la question, est-ce que vous êtes heureux? Oui, je suis heureux, pas de souci. Et comment ça va vos relations?
il y a un peu de difficulté, mais bon, comment ça va au travail? Bah, bon. En fin de compte, si on pose des questions, on voit que le côté heureux n'est qu'une façade et derrière, il y a un tas de souffrances qui fait qu'on n'est pas heureux. Il y a un tas d'insatisfaction. Beaucoup de personnes essaient de s'en sortir en cherchant des solutions, mais restent toujours dans ce pattern-là parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bout des peurs qui sont en eux. Pour essayer de les désamorcer, on ne pourra pas les effacer parce qu'elles sont inscrites, mais il est possible de les désamorcer. Nous verrons ça plus tard. Alors, il faut dire aussi que les peurs que nous avons ne sont pas toujours très objectives. Je m'explique. S'il y a un ours devant vous, ça c'est objectif, c'est clair, il y a un ours qui va m'arracher la tête, là c'est sûr que la peur est justifiée. Mais parfois il y a des peurs non subjectives dans le sens que, tiens, je voudrais dire ça dans une assemblée, mais je n'ose pas parce que justement, je vais peut-être être ridicule, je vais peut-être être, on va me prendre pour un idiot, un idiote. Donc ça, ce sont des peurs qui ne sont pas du tout objectives parce qu'ils ne tiennent pas compte de la réalité. Il est possible que si vous parliez, les gens se foutent de vous, ça c'est possible, mais c'est une des possibilités, ce n'est pas nécessairement ce qui va se passer. Ce qui va se passer, et souvent, je dis toujours chez des personnes, tu as un potentiel, laisse-toi aller à ce potentiel, tu vas voir que tu as un potentiel. Mais les gens n'y vont pas parce qu'ils n'y croient pas à leur potentiel. Et donc, ils vivent dans leur peur. C'est des peurs, je dirais, tout à fait subjectives. Alors, il y a aussi ce que nos parents ont fait ou pas fait pour venir confirmer ces peurs. Et je parle toujours des parents et c'est pas pour leur jeter la pierre, mais souvent, vous avez des parents qui par amour, sont fâchés, par exemple, des erreurs que font les enfants, sont fâchés sont déçus par les erreurs. Tiens, je voudrais que tu étudies, que tu sois docteur. Bon, parce que moi, je suis femme de ménage et j'aimerais bien que tu sois docteur. Parce que docteur, dans la tête de la maman, ça gagne plus d'argent qu'une femme de ménage. Donc, il sera plus heureux avec ça. Et donc, si l'enfant n'est pas docteur, eh bien, c'est une déception pour les parents. Cette déception se répercute sur l'enfant qui essaie éventuellement de faire au mieux. Et donc, en lui disant, écoute, tu as un bon en rien ou tu as un mauvais en tout, comme disait Rému dans Marius, l'enfant va avoir peur peut-être de la vie, peur de lui, peur d'un manque de confiance en lui, parce qu'en fin de compte, il ne se sent pas capable, il ne va pas se sentir capable d'aller au-delà de ses capacités. Et s'il se sent mauvais dans la vie, je vais avoir peur, parce qu'en fin de compte, je ne vais pas pouvoir m'épanouir, je ne vais pas pouvoir être heureux, je ne vais pas pouvoir gagner de l'argent. Donc ça engendre une peur. Et ça, c'est des peurs qui sont tellement insidieuses qu'on n'y pense même pas. On dit peur, comment peur? Il ne peut pas avoir peur là-dedans. Si, parce que la peur est une émotion fondamentale et primaire chez l'être humain, dans le sens que c'est quelque chose qui est vital, une question de survie. Donc, dès qu'il y a une situation insécurisante pour l'enfant, ça le met en état de peur. L'insécurité fait peur. On parle tellement d'insécurité aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, mais ça fait peur. La réaction, c'est la peur. C'est pas dire, on va s'arranger avec ça. Non, c'est la peur. Si ça m'arrivait à moi, s'il y a quelque chose qui se passe autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est bien la peur qui est engendrée. Donc, les parents, sans vouloir blesser l'enfant, vont le mettre en état de peur, d'insécurité. Cette insécurité va devenir chronique, comme je dis, etc. Et puis, il y a éventuellement les dangers possibles. En effet, c'est pas vis-à-vis de l'enfant, mais par exemple, la maman qui va dire à son fils, écoute, tu prends la voiture, sois prudent sur la route, parce qu'il y a des gens, il y a des chauffards, etc. Alors là, c'est qui a peur? C'est la maman qui a peur. C'est la maman qui a peur. Mais ça va se répercuter par la vibration, parce que on capte tout ça, les situations. Et il va recevoir cette vibration de peur. Et inconsciemment, ça va le mettre en état d'alerte. Son inconscient. Et donc, ça génère aussi des peurs, comme la maman qui va dire au gamin, attention, grimpe pas dans l'arbre, tu peux tomber, tu peux te casser une jambe ou n'importe quoi, te casser la tête. C'est pareil, la maman a peur parce qu'elle ne veut pas en effet que son fils se casse une jambe, et donc elle n'est pas en train de critiquer le fils, elle est juste en train de lui projeter sa peur. Et on reçoit la peur, l'enfant reçoit la peur. Et comme les enfants copient, ils sont des vraies éponges, eh bien sans le vouloir, il va capter la peur. Et donc le fait de monter dans l'arbre, le fait de faire quelque chose qui dépasse un petit peu les normes, ça fait peur. Et donc dans sa vie d'adulte par la suite, dès qu'il va dépasser les normes, ça fait peur.
Or qu'il n'y a pas de danger en soi. Hein. C'est pas parce qu'on grimpe dans un arbre qu'on se casse la figure à chaque coup. Hein. Je veux dire, j'ai grimpé 1000 fois dans un arbre, je suis jamais tombé, donc c'est parfait. Et plein d'enfants le font. Mais par contre, si on a cette peur qui est engendrée, dès qu'on va faire quelque chose qui est sans danger, la peur va s'installer. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas toujours un acte volontaire ou un acte, on peut dire oui, là, oui, ça c'est la peur parce qu'il a été enfermé dans le noir, il a eu peur parce qu'il y avait des araignées, ça c'est clair. Mais là, par mesure de protection, la maman ou le papa, hein, peu importe, qui lui dit fais attention à ça parce que ce sont des graines de peur que l'on sème chez l'enfant. Alors, maintenant, il faut savoir que l'émotion étant gérée par comment je veux dire, par l'inconscient, et ça fonctionne de façon très très automatique, c'est-à-dire que le temps de réaction est très rapide. Il est difficile de contrer les états de peur. Il est possible de contrer les états de peur, mais par un apprentissage, par la création d'un nouveau sillon neurologique. Donc, je voulais dire sillon neurologique, c'est-à-dire les patterns de réaction automatique qui sont inscrits dans le cerveau et on réagit comme ça. Donc, il va être possible éventuellement de contrecarrer ces effets-là en installant un nouveau sillon. Mais ce n'est pas facile et on va voir pourquoi c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire maintenant pour les personnes qui ont des peurs, mais des hyper-peurs, la peur de tout. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de tout, peur de la foule, ça va même jusqu'à des phobies, etc. Là, ça peut devenir des états pathologiques. C'est-à-dire que ça peut enclencher des processus de névrose qui doivent être traités à ce moment-là d'une façon différente, parce que c'est vraiment quelque chose des réactions que les gens ne contrôlent plus et qui deviennent pathologiques. Là, il faut y aller en différentes étapes. C'est-à-dire que on ne peut pas dire à quelqu'un, maintenant tu as peur dans un avion, ou tu as peur de passer prendre le bus par exemple, ou peur de la foule, on peut lui dire mais il n'y a rien avec ça, parce que ça n'arrange rien, et je veux dire, c'est pas ça qui va faire que la personne va dire ah oui, il n'y a rien, bah alors je peux y aller. C'est vraiment quelque chose qui est viscéral, un peu comme si, comme le sang qui coule dans vos veines, là, on ne peut pas vous l'enlever. Hein, si on vous l'enlève, ben c'est la mort. Ben c'est pareil, ce type de peur, on ne peut pas vous l'enlever parce que si on vous l'enlève, vous n'existez plus. Donc c'est quelque chose qui est très très profond au cœur de soi. Ça fait partie de vous. Autant les peurs, je vais dire, comme j'expliquais, les peurs du rejet sont des choses qu'on va pouvoir travailler d'une façon un peu plus facile. Ça fait partie de vous, hein, c'est ça, vous êtes toujours entier. Autant les peurs névrosées, ben là, je veux dire, c'est beaucoup plus complexe à enlever. Et là, il faut un soutien qui soit de taille et pas aller voir n'importe qui pour traiter ce genre de peur. Hein, c'est important parce que souvent, on a des phobies, on va voir n'importe qui pour traiter ces phobies et ça ne fait qu'empirer. Parce que je veux dire, il y a différentes techniques pour cela et il y a des techniques qui sont à mon avis dépassées dans le sens que on n'est pas là pour réancrer la peur en grattant la peur. C'est-à-dire gratter la peur, je veux dire par là que j'ai toujours une blessure émotionnelle qui est devenue chronique. Une blessure émotionnelle, c'est comme une blessure physique. Il faut la traiter en tant que telle. C'est-à-dire, bien sûr, vous avez vécu du rejet, vous avez vécu de l'humiliation, de la dépendance, etc. C'est quelque chose qui est chronique, mais il faut juste se donner beaucoup d'amour. Parce qu'un des moyens pour sortir de la peur, c'est d'abord l'amour de soi. Et nous verrons que l'amour de soi va vous permettre de passer à l'amour des autres en faisant juste, pas dire un copier-coller, mais en fin de compte, si vous vous aimez de la bonne façon, vous allez pouvoir aimer les autres de la bonne façon. Et avoir des relations de couple par exemple, qui vont s'harmoniser en fonction de tout l'amour que vous portez. Et non pas espérer se porter sur le couple pour réparer ses blessures. C'est sûr que je veux dire, les blessures que nous avons quand vous êtes en couple, s'il y a des problèmes de couple, c'est sûr que ces blessures vont intervenir et parfois elles vont intervenir d'une manière que le couple va s'éclater. C'est pas par manque d'amour, comme on dit souvent, mais c'est par manque comment dire, de simplicité, de compassion, de trouver en fin de compte ce qui ne va pas chez vous, non pas dans le couple, c'est ce qui ne va pas chez vous,
pour permettre au couple justement de permettre de s'épanouir. Sinon, ben, si on essaie de résoudre les problèmes du couple sans résoudre les problèmes personnels, on n'y arrivera pas. Parce que les problèmes découlent de là, découlent de l'insécurité que chacun a en soi et qui va le mettre dans le couple. C'est sûr, deux personnes insécures qui ont peur de la vie, qui ont peur des relations, mais ça ne peut faire qu'un couple insécure. Même s'il y a beaucoup d'amour, à un moment donné, la peur je sais pas, de déplaire, la peur du rejet, ou le manque de confiance, la perte de confiance, parce qu'on n'a plus confiance par rapport à son expérience de vie, à ses parents, par exemple, quand on était petit, si on n'a plus confiance parce qu'on ne se sent pas sécure, parce que quand un parent dit ça, il fait autre chose, ben, tout d'un coup, on a une perte de confiance, c'est automatiquement une peur que vous avez inculquée en vous, et dès que vous allez être en relation de couple, qu'est-ce qui va se passer? Ben, dès qu'il va y avoir un petit quelque chose, un petit anicroche qui est vraiment minime, hop, l'inconscient enclenche, et il enclenche sur la peur, et là, vous dites, oh non, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et c'est pas ça. C'est juste parce que c'est votre peur qui s'est enclenchée qui fait que automatiquement tout se ferme. Il faut savoir aussi que il y a des réactions où tout se ferme, c'est-à-dire que tout d'un coup c'est un blackout total dans votre tête. C'est aussi bien au point de vue du mental, tout se ferme et il n'y a plus d'issue. Donc la seule issue c'est fuir. Et on est tellement convaincu que c'est ça, qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne voit que ça et on fuit. Et beaucoup de couples se dissolvent tout simplement parce que justement il y a un blackout. Alors chacun part en reprochant à l'autre tout ce qu'il faut reprocher pour justifier le fait qu'on part. Or qu'en fin de compte, c'était juste parce que notre structure énergétique fonctionne comme ça. Elle n'est pas faite pour fonctionner autrement. Donc si on ne modifie pas notre structure énergétique, on ne peut pas trouver de solution. C'est impossible. C'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas. Je veux dire, c'est simple, si vous avez deux fils électriques d'un certain diamètre pour faire passer, je sais pas moi, 120 volts, eh bien, ces mêmes fils ne sont pas capables de supporter 10 000 volts, ils vont fondre. C'est structurel. C'est pareil quand on est dans cette structure énergétique-là, si on ne se prépare pas petit à petit à éventuellement faire passer plus de courant entre les deux, eh bien, ça ne marchera pas. Vous allez vous affronter, c'est les égos qui vont prendre le dessus, c'est la moindre défense qui va se mettre en route, qui va faire en sorte qu'en fin de compte, ça va être une bagarre, on se tiraille, et puis on dit les pires choses, et puis on dit en fin de compte, je comprends pas, pourtant au début on s'aimait, on s'est aimé pendant un certain nombre d'années, tout d'un coup ça va plus. C'est parce que votre structure énergétique fait trop passer trop de courant, et là ça fond, ça tient plus, parce qu'il y a des problèmes à résoudre, et on n'est pas capable de résoudre ces problèmes-là. Bref, ça c'est concernant le couple. On en reviendra plus tard si vous voulez. Alors, je suis un peu perdu dans mes pensées parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, je reviens au grillage énergétique parce que je travaille en magnétisme épigénétique, l'énergie et puis l'épigénétique. Il est important de connaître son mode de fonctionnement. Et quel est en nous les éléments qui agissent en nous? Vous savez sans doute, pour certains, qu'on détermine qu'il y a 4 éléments. Il y a le feu, l'eau, l'air et la terre. Et nous sommes tous constitués de ces 4 éléments. Et ces 4 éléments influencent notre comportement. C'est ainsi que, par exemple, la colère, on peut la mettre au feu. Enfin, la mettre au feu, dans le sens, c'est du feu, on ne la met pas au feu, là, c'est du feu. Quelqu'un qui se laisse aller, qui ne résiste pas trop, qui fait toujours ce que l'autre dit, etc., ben, on peut dire que c'est l'élément eau. Vous voyez, on a différents comme ça, différents tempéraments qui correspondent un petit peu aux éléments. Et pour, par exemple, définir notre nature, on peut s'aider des éléments pour déterminer quel est l'élément qui nous domine. Et à partir de ces éléments-là, on va pouvoir travailler sur nous pour tempérer ou activer certaines parties de notre être, pour être en équilibre. Quelqu'un qui est toujours en colère, eh bien, ça va être difficile parce que, je veux dire, d'échanger avec lui, parce qu'en fin de compte, sa colère exprime aussi des peurs, il y a des peurs derrière, mais il n'est pas en état, lui, de recevoir l'information, parce qu'il est en colère. Et donc, la personne en colère, si elle est consciente que c'est ça qui domine, eh bien, elle peut faire des exercices pour tempérer cette colère et laisser passer d'autres éléments pour être en équilibre.
Je pourrais vous parler d'ailleurs des exercices plus tard. Il y a d'ailleurs la mise en place prochaine d'un atelier justement sur comment utiliser les éléments pour harmoniser ses humeurs, entre guillemets, et surtout ses réactions émotionnelles afin de pouvoir les contrôler. On en aura toujours, mais on peut les contrôler grâce aux éléments. C'est l'atelier d'ailleurs, je crois que c'est le 18, sera affiché prochainement. Donc, à partir de ces éléments-là, on peut dresser ce que j'appelle le miroir des deux faces, les bons côtés, les mauvais côtés, et voir en fin de compte, dans les bonnes actions, donc quand tout va bien, quel est l'élément qui domine, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de peur, il y a simplement, comment je dirais, une action qui va engendrer du bien, qui va vous engendrer du bien, un bon état, et puis le miroir, disons négatif, qui lui est quand vous réagissez justement avec vos peurs. Là, vous allez pouvoir voir quels sont les éléments qui vous dominent. Et ça vous permet de faire ce que j'appelle le miroir. À partir de là, on peut commencer à travailler sur certaines de vos peurs. Parce que vous allez pouvoir savoir dans quelles circonstances vous avez agi. Pour faire ce miroir, c'est très simple. Vous allez prendre, comment je veux dire, une feuille de papier, la diviser en différentes étapes, en différentes, divisé en 3 ou en 4, hein, voilà, j'y arrive, et vous allez pouvoir les classer. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que dans la formation, on va plus loin, mais ce classement va vous permettre d'y introduire toutes les actions que vous avez faites et dans lesquelles vous semblez, vous dites, tiens, ça c'est du feu, ça c'est de l'eau, ça c'est de l'air, etc. Et vous allez essayer d'en déterminer le plus possible, c'est-à-dire qu'il en faut, pour remonter loin, pour remonter jusqu'où vos souvenirs peuvent aller, pour vous dire, dans telle circonstance, j'ai réagi comme ça. On m'a dit ça, j'ai fait ça. J'ai eu le sentiment dans telle situation qu'on se foutait de moi, et là, moi, j'ai fait ça. Et donc, ça va vous permettre d'identifier les situations dans lesquelles vous réagissez. Ce qui va permettre par la suite de vous mettre une espèce de protection, de réaction. On vous dit, ah, je suis dans telle situation, il va falloir que je m'arrête un peu. On va voir comment est-ce qu'on s'arrête, parce que l'impulsion est forte. Je m'arrête un peu, parce que je suis dans une situation connue, et quand je suis dans cette situation-là, c'est le feu qui domine. Donc, si je mettais de l'eau. Si je mettais de l'eau, au lieu de me laisser aller au feu. L'eau, c'est quoi? Et l'eau, c'est la souplesse. L'eau, c'est la respiration. L'eau, c'est la fluidité. Donc, ça va vous permettre de vous conditionner à vous mettre dans cet état-là. Pas le feu où là, tout brûle, où on fait tout brûler ce qui est autour de soi. Et de ce fait-là, bien, vous allez tempérer vos réactions. Tempérer vos réactions et vous allez aussi tempérer les peurs. La peur est normale. Les peurs ne sont pas anormales en soi. Mais c'est juste une information qu'il va falloir traiter différemment et pas traiter suivant le sillon neuronal qui est inscrit dans votre être. C'est le traiter différemment, de telle manière que vous allez en prendre conscience et petit à petit, vous allez créer un nouveau sillon qui va dire « Oui, ok, il vient de me dire ça, j'ai l'impression qu'il m'insulte, mais c'est peut-être pas ça. J'ai l'impression d'être insulté, mais c'est pas ça. Ou j'ai l'impression d'être dénigré, mais c'est peut-être pas ça. » C'est savoir que l'autre vous dit quelque chose et vous percevez à travers votre grillage énergétique un sens qui n'est peut-être pas le sens réel de la vérité. Et donc, si vous réagissez par rapport à vos perceptions à vous qui sont constituées par votre grillage énergétique. Tout ce qui va passer par l'intérieur est transformé par votre grillage et active des peurs et active les sillons neuronaux bien inscrits qui vous font réagir. Là, c'est juste mettre un stop afin de ne pas faire confiance, entre guillemets, d'une façon absolue, à votre grillage énergétique, à vos perceptions, à votre système de réaction automatique. Et en couple, par exemple, ça va vous permettre de vous confronter directement. Ça va vous permettre de ne pas vous confronter, hein, ce n'est pas, hein, c'est pas, je crois que j'ai dit vous confronter, non, ne pas vous confronter directement, mais juste prendre du retrait. Bien sûr, c'est un jeu qui joue à deux, hein, c'est difficile de le jouer tout seul. Si l'autre ne joue pas ce jeu-là, c'est pas facile de pouvoir, harmoniser la relation. Et petit à petit, par les éléments, par des exercices travaillant sur les éléments, comment est-ce que ces éléments-là, je peux les faire entrer en moi pour modifier
mon champ énergétique, pour modifier mon champ énergétique qui va agir sur la matière et agir sur mon mental. Parce que, je veux dire, on crée bien sûr notre champ énergétique, mais à partir du champ énergétique, il est possible aussi de créer la matière et créer le mental. Donc on va dans l'autre sens. C'est pas uniquement dans un sens. On émet, mais on reçoit aussi. Donc, et de modifier petit à petit, comment je dirais, votre état, et petit à petit, ben, de commencer à harmoniser les réactions de la peur. C'est-à-dire que oui, vous avez vécu des choses qui vous ont marqué, qui vous ont fait des patterns, qui vous ont fait des relations plus tard qui ont été difficiles, mais vous êtes en mesure de contrôler ce qui se passe en vous. Et là, c'est là que la conscience rentre en ligne de compte. Je dis toujours, la conscience, c'est le petit pois, et puis l'inconscient, c'est la planète Terre, hein, pour ceux qui m'ont déjà entendu. Ça veut dire quoi en réalité? Parce que dire la conscience et le petit pois, c'est pas fameux. Je dis toujours la différence fondamentale entre la conscience et l'inconscient, c'est que l'inconscient, comme je vous dis, ça nous gère à 100%, et c'est un gros disque dur qui garde tout, même ce qu'on a oublié, c'est toujours là-bas. D'ailleurs, par l'hypnose, parfois on arrive à retrouver d'anciens souvenirs qu'on avait totalement oubliés. Donc la mémoire reste là, et qui va agir en fonction de l'expérience qu'elle a eue, et qui va associer, qui va toujours chercher à nous défendre, qui va toujours chercher à nous protéger, mais ne crée rien. Elle ne va rien créer. Donc elle va juste rendre chronique les patterns qu'on a appris et faire en sorte qu'ils pérennisent sur la durée. Si on se met en état de souffrance permanent, eh bien, il va nous garder en état de souffrance permanent. Donc pour changer cet état de souffrance, on a besoin de la conscience. Pourquoi? Parce que la conscience crée à partir de rien, ou à partir d'une observation. La conscience est capable d'amener des changements dans l'inconscient à partir de l'observation ou à partir de rien. Mais avec ses capacités. C'est-à-dire que les capacités de la conscience sont très limitées. Je veux dire par là que dans une journée, par exemple, on est conscient, grosso modo, 10 à 15 minutes par jour. Vous allez dire comment ça? Ben non, je suis conscient toute la journée. Non. Vous fonctionnez à 100% de façon inconsciente. Ça oui. Mais par exemple, je suis en train de conduire, je dois prendre à gauche, là je suis conscient pendant une seconde, parce que je dois prendre à gauche. Mais après je pars, c'est fini, terminé, c'est mon inconscient qui conduit. Tiens, il faut changer de direction, encore une seconde. Alors on additionne comme ça les secondes au bout de la journée, mais ça fait 15 minutes. Donc vous voyez, c'est pas fameux. Donc 15 minutes. Si toutefois on demande à la conscience un effort, je veux dire, constant, comme le fait de m'écouter ici pendant 2 heures, c'est un effort conscient de votre conscience, ben là, on brûle beaucoup d'énergie. On brûle beaucoup d'énergie. Parce que ça demande un effort d'écoute, d'attention, etc. Et on brûle beaucoup d'énergie. Et on ne peut pas faire ça tout le temps. D'ailleurs, les enfants qui sont à l'école, ils ont besoin de récréation parce qu'on n'est pas capable de les maintenir une demi-journée à l'intérieur sans bouger. Ils ont besoin de récréation, ils ont besoin de bouger. Donc, c'est pareil pour nous, en tant qu'adultes, et encore peut-être, ils sont peut-être plus faciles à se concentrer que nous. Donc, on va utiliser cette conscience pour essayer de changer, justement, d'amener des nouveaux patterns, des nouveaux, je veux dire, marques d'arrêt de l'émotion, pour justement essayer petit à petit d'annuler les effets de la peur chronique, d'annuler les réactions qui, en fin de compte, nous mènent toujours sur les voies de garage, d'annuler des réactions qui créent des conflits, d'annuler des réactions qui nous font sentir mal, d'annuler des réactions où je suis toujours dans les mêmes choses et je finis par devenir tellement aigri de ce qui se passe dans ma vie que j'en veux à la terre entière. Donc c'est ça, ça vous permet de créer un monde meilleur à l'intérieur de vous. À l'extérieur, on verra bien, mais d'abord à l'intérieur de vous. Donc, et pour cela, comme je disais, ça commence par l'amour de vous. Alors, ça veut dire quoi l'amour de vous? L'amour de vous, c'est pas uniquement aller chez le coiffeur ou s'acheter un beau vêtement ou aller au resto, c'est pas ça, ou faire un massage. L'amour de vous va commencer par une simple observation de vous. L'observation, je dis toujours, l'observation commence déjà par savoir comment est-ce que je me sens. Je commence par ça parce que au moins je m'intéresse à moi en posant cette question-là. Il arrive parfois que des amis vous demandent comment ça va et puis vous disent ça va bien. C'est pas toujours vrai, mais bon, c'est ce qu'on dit généralement. Mais là, c'est vraiment une attention de vous à vous. De vous à vous, c'est-à-dire que comment est-ce que je me sens là maintenant? Et ce qu'on va éviter,
c'est d'aller jusqu'au bout de cette question. Je m'explique. Si vous vous demandez comment est-ce que je me sens, et que vous vous laissez aller pendant quelques secondes, l'inconscient va vous apporter la réponse. Et je dirais que sa réponse, on la connaît de toute manière, donc inutile d'attendre l'inconscient pour se dire ah, je me sens pas bien, ou ça pourrait aller mieux, ou je suis stressé. Non, non, non. On va juste poser la question, comment est-ce qu'on se sent, juste pour se créer un intérêt, un focus. Ensuite, ben, on enclenche, j'explique toujours par la respiration, on prend une respiration. Pourquoi la respiration? Parce que la respiration, bon d'abord ça fait du bien quand on prend une grande respiration. On calme, on relâche, et puis là on sent si ça a quelque chose qui se détend. S'il y a quelque chose qui se détend, ça veut dire que vous étiez tendu. Mais ça a une fonction aussi sur le système parasympathique. Alors j'en viens entre le parasympathique et le sympathique. Le sympathique, certains d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est celui qui agit en cas de stress. Donc quand on a vécu des peurs, ben, les peurs ça enclenche du stress, hein, on a beau dire. Et donc, ce système sympathique, physiologiquement déjà, produit l'adrénaline, cortisol, etc., il met tout en route, augmentation de la respiration, à un point tel que parfois, les gens dans la peur peuvent être étourdis, tellement ils sont en train de trop respirer, ils sont étourdis, ou alors ils sont figés. Parce qu'il y a augmentation de la puissance musculaire normalement, mais il y a arrêt des systèmes immunitaires, système reproducteur, système digestif, etc. Ces systèmes-là sont arrêtés, les systèmes réparateurs. Et le stress peut amener dans la peur à quelqu'un qui reste totalement figé, tétanisé. Tétanisé. Et ça, si ça a été répété, ça aussi, c'est quelque chose qui va être enregistré dans les patterns. Et ces tétanies du corps peut devenir une tétanie de votre mental. C'est-à-dire que face à une situation difficile, vous stressez, quelqu'un qui vous a dit quelque chose de désobligeant mais que vous n'avez pas la répartie, et vous ne savez pas quoi répondre, ou qui vous a accusé de quelque chose, vous ne savez pas quoi répondre, et bien parfois il y a des personnes qui restent silencieuses. Ce n'est pas qu'elles ne veulent rien dire, elles ne peuvent rien dire. Elles sont incapables de répartir. Alors le seul moyen qu'elles ont, c'est de partir, même physiquement. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'elle vous fuit ou qu'elle ne vous respecte pas. C'est pas ça du tout. Elle est incapable de réagir. Ça va parce que le stress est devenu chronique, il s'est amplifié, amplifié. Et de cette manière-là, ben, il est allé jusqu'à la tétanie de l'être. Bon. Alors, ça, c'est le système sympathique. Et ce système sympathique, normalement, n'est pas fait pour vivre, pour fonctionner d'une manière prolongée. Que ce soit 30 minutes, 1 heure, etc., c'est correct. Et quand je dis c'est correct, c'est pas tout le temps non plus, parce que si ça devient répétitif, il devient chronique. C'est mon histoire d'ours, hein, pour certains qui la connaissent. Nous allons reculer 25 000 ans en arrière, je vais l'expliquer pour ceux qui ne la connaissent pas. On recule 25 000 ans en arrière, on est dans une grotte avec Skype, non pas avec Skype, ça ne marche pas, avec Webinar non plus, ça ne marche pas non plus, mais enfin vous êtes là tous autour de moi et on est en train je vous raconte une histoire et puis arrive un ours de 4,50 m. Cet ours de 4,50 m va enclencher un stress assez clair parce que je dirais, il est enragé, il a faim, 4,50 m, on a beau être très nombreux, on va avoir du mal à se défendre. Donc le stress s'enclenche et là, shoot d'adrénaline, cortisol, puissance musculaire, respiration, arrêt de système digestif, hormonal, reproducteur, etc. Et on s'enfuit parce que on a un passage derrière la grotte et on s'enfuit tous et on court pendant 30 minutes, 40 minutes. On arrive dans une autre grotte et là, on respire profondément parce que il n'y a plus d'ours. Et là, cette grande respiration que je viens prendre est un message direct à l'autre système qui est le parasympathique qui, lui, en fin de compte, va calmer la respiration, calmer le shoot d'adrénaline, calmer le flux sanguin, remettre en fonction le système hormonal, le système reproducteur, etc., qui va faire que ça va calmer notre être. Et ça, c'est un stress normal. C'est le stress qui nous servait à l'origine. Alors, on revient aujourd'hui. Bon, tout le monde est là. Oui, j'ai regardé, tout le monde est là. C'est bien, c'est parfait. On a beaucoup moins d'ours de 4,50 m. Il y a des ours encore, mais plus de 4,50 m. Mais on s'est fait un paquet d'ours là-dedans, dans la tête. Et notre corps ne fait pas de différence entre un ours dans la tête et un ours que l'on peut voir. Il agit pareil. Donc,
nous avons un paquet d'ours, je ne sais pas, pour les parents par exemple, il faut conduire les enfants à l'école, on est en retard, il faut préparer les lunchs, on va travailler, le boulot est stressant, on revient, c'est stressant parce qu'il faut faire le repas du soir, aller chercher les enfants à la garderie, ou bien il faut rentrer parce que il y a quelqu'un qui nous attend, etc., etc. On est en stress permanent. Ça, ce sont des ours qu'on se crée en permanence. Ce qui veut dire qu'on est en état de stress chronique. Et notre corps n'est pas fait pour fonctionner en état de stress chronique. Et donc, ça engendre. On ne parlera pas aujourd'hui des pathologies physiologiques, parce qu'on parle de la peur, quoique la peur peut devenir à la fin déclencher des pathologies physiques. Mais on vit en stress chronique et on ne fait qu'augmenter les sillons neuronaux de la peur. Parce que pourquoi? Peur d'arriver en retard, peur de ne pas faire son boulot correctement, peur de ne pas faire le souper correctement, à temps, etc. Tout ça, c'est la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Donc, on ne fait qu'amplifier notre treillis, notre grillage, vibratoire. On ne fait que l'amplifier, que le renforcer par la peur. Et donc, il va falloir désamorcer ça. Pour désamorcer ça, j'en viens à ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, il va falloir calmer tout le système. Tout le système limbique, il va falloir calmer tout ça, il va falloir calmer le système hormonal pour arriver à se créer un moment de détente. Alors certains me diront, oui, je pratique déjà la méditation, c'est formidable, continuez, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, mais on n'a pas toujours cette possibilité de faire de la méditation, par exemple, au travail. Vous êtes au travail, et puis vous êtes au bureau et vous dites à votre employeur, écoutez, là je prends 30 minutes parce que je médite. Je ne sais pas si ça va être accepté par votre employeur, et il risque de vous dire, écoute, non, désolé, là il y a 25 appels à passer, je veux que tu les passes avant. Donc, quel est un moyen qu'on pourrait utiliser pour justement quand même le faire, quand même provoquer cette détente en nous, mais sans utiliser ces 30 minutes? Eh bien, c'est ce petit exercice que je demande souvent à faire, c'est bon, comment est-ce que je me sens? J'attends pas la réponse, j'enclenche tout de suite la respiration, que je cale et que je relâche doucement, et je m'observe. Je m'observe pour voir si en fin de compte il y a une détente qui se passe. S'il y a une détente, je ne fais qu'observer la détente. Cette respiration, comme la respiration que nous avons fait dans la grotte, c'est une respiration qui permet de dire tout va bien. Et c'est un signal direct au parasympathique pour dire tout va bien, on est en paix. Donc le parasympathique va s'enclencher petit à petit. Petit à petit, je dis bien petit à petit parce que nous avons vécu, nous étions en stress. Donc c'est pas que ça change de blanc au noir comme ça, hein, ça va y aller progressivement. Parce qu'on ne sait jamais que l'ours revienne, donc on y va progressivement. Donc on prend une deuxième respiration, on va confirmer cette information au système parasympathique, et on y va lentement. Alors ça dure 3 secondes, 4 secondes, peu importe. Ensuite, mon histoire d'ours, moi je l'utilise parce que je regarde si j'ai un ours autour de moi. Attendez, bougez pas. Je peux continuer. Bon, alors, c'est pareil. Vous voyez, j'ai regardé le stress, mais si j'en avais un, je viens de libérer une partie de mon stress parce qu'il n'y a pas d'ours. Donc, je ne suis pas en danger. Donc, je continue. Vous pouvez le faire aussi, même au bureau, sans le dire. Regardez un petit peu vos collègues. Est-ce qu'ils ressemblent à des ours? S'ils ressemblent à des ours, alors là, restez pas là. Mais s'il n'y a pas d'ours, on continue. Vous voyez? Donc, ensuite, on va essayer de provoquer des réactions chimiques dans le corps. Pourquoi je dis chimique? Parce que la peur enclenche des réactions chimiques. La peur enclenche notre système hormonal, le système limbique va réagir et va produire une chimie, la chimie de la peur. Comme je disais, adrénaline, cortisol, etc. etc. C'est une chimie qui coule en nous, qui vient avertir notre être au plus profond de lui-même qu'il y a un danger, qu'il y a une inconnue, qu'il y a quelque chose qui va arriver, on ne sait pas quoi, mais quelque chose qui risque d'être dangereux pour nous. Donc si notre système inconscient est capable de le faire, peut-être qu'on peut essayer avec la conscience de lui demander de tenter de faire fonctionner notre système limbique, notre système émotionnel. Et là, je pars sur la chose la plus simple, c'est, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà reçu un cadeau? Oui? Non? Je pense que oui, un petit cadeau. Ça fait plaisir généralement. Qu'est-ce qui se passe en réalité?
Ben, ce cadeau, vous l'avez, et puis tout d'un coup, il y a une petite émotion qui vient, un petit peu de chair de poule, un petit peu de larmes, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité à l'intérieur de vous-même pour avoir ces petites larmes, ces frissons, etc. Ben, il y a une réaction chimique qui est instantanée, qui est ce que j'appelle les hormones du plaisir, qui se mettent à couler dans le corps et qui viennent provoquer cet état un petit peu d'euphorie, cet état un petit peu on plane un peu, on a mal, on n'a plus mal, tellement on est heureux du cadeau, donc ce qui vient grâce aux endorphines, donc qui viennent en fin de compte couler dans notre être et changer notre état. D'un état peut-être neutre à un état de joie, de plaisir, etc. Donc est-ce que je suis capable, par ma conscience, de provoquer cet état-là? Alors, je vais essayer, parce que quand j'étais gamin, c'est toujours ce que je dis d'ailleurs, je joue à Zorro. J'aime bien Zorro. Hein. J'aime bien Zorro, ça a été mon héros. Et eh bien, je dois dire que quand je joue à Zorro d'une façon consciente, parce que je joue à Zorro, ben j'étais Zorro. J'étais Zorro, il n'y avait rien qui pouvait me faire démentir, je n'étais pas Zorro. J'avais pas le chapeau ni le masque, mais c'est pas grave, j'étais Zorro. Parfois, je faisais un masque avec un morceau de chiffon, là, mais il n'y a rien qui me disait que je n'étais pas Zorro. Donc, on est capable, consciemment, de jouer quelque chose et de le croire. De le croire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous regardez un film, par exemple, un film un petit peu émouvant, bon, avec des petites scènes un peu émouvantes, où il y a des scènes d'amour, ben, tout d'un coup, je me sens ému à l'intérieur, et puis tout d'un coup, je peux verser une larme. Ça vous arrive sans doute vous aussi. Pourtant, c'est un film qui défile devant moi. Ben, mon corps ne fait pas la différence entre un film qui est quelque chose de totalement irréel peut-être, et la réalité. C'est pas moi qui suis en train de vivre ça. C'est quelque chose que je suis en train de voir sur un écran et qui m'apporte ce changement en moi, cette chimie, parce que si je commence à avoir une petite larme et puis que je suis un peu ému et triste, c'est parce qu'il y a une chimie qui est en train de couler en moi. Donc, je me dis avec ma conscience, je vais me mettre sur une voie de provoquer en moi cette réaction chimique. C'est quoi? Ben, je vais m'offrir des cadeaux. Je vais me dire, offrir des cadeaux, c'est mal parti, parce que je vais me dire, m'offrir quoi? M'acheter des vêtements, je vais me faire masser, etc. Non, ça va coûter cher. Non, 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 non. On va revenir sur des choses beaucoup plus simples et des cadeaux que vous faites tous les jours, mais que vous n'êtes pas conscient. Alors, je dis à ce moment-là, parce que cet exercice-là est à faire le matin, dès qu'on se réveille. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour faire plaisir? Donc, je viens de... Comment est-ce que je me sens? Respiration, respiration. Est-ce qu'il y a un autre? Pas d'autre? Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour me faire plaisir? Et là, la première chose qui me vient en tête, c'est que ma vessie est trop remplie et ça me fait mal. Et j'ai envie de me soulager. Et je dis, ouais, je vais faire ça. Ça va me faire plaisir de me soulager la vessie. Et je me lève, je vais à la salle de bain, et je fais mon petit pipi, et ben je vais dire merci. Je viens de me faire un cadeau. Et je dis merci. Parce que je viens de me libérer d'une contrainte. Et ça me fait du bien. Donc c'est un cadeau que je me suis offert. Mais seulement j'en suis conscient. Je fais ça tous les matins. Mais si j'en suis pas conscient, ça n'a aucun effet. Et vous aussi sans doute faites ça tous les matins. Mais vous n'êtes pas conscient, donc ça n'a aucun effet. Mais si tout d'un coup vous prenez conscience que vous êtes en train de faire quelque chose pour vous, qui va vous amener à soulager quelque chose, à vous enlever une contrainte, à vous faire du bien, ben c'est un plaisir que vous êtes en train de vous faire. Donc c'est merci Giulio, c'est merci Elisabeth, c'est merci Elisa, c'est merci Marie-Laurence, c'est merci. C'est parce que vous venez de faire un cadeau. Et là, la chimie va commencer à s'enclencher. C'est que tout d'un coup, le corps ne fait aucune différence entre vous qui vous faites un cadeau et quelqu'un qui vous offre un cadeau. Parce que la chimie s'enclenche. Et donc après, qu'est-ce que je fais après mon petit pipi? Moi, j'aime bien prendre un café le matin. J'adore le café. Qu'est-ce que je fais? Café ou un thé, ça dépend. Ben, je vais à la cuisine. Je pense à ça. Je pense que si je vais me faire plaisir, me faire un thé. Je vais à la cuisine, je prends mon eau, je choisis mon thé parce que c'est un thé que j'ai acheté par choix. Je ne l'ai pas acheté comme ça à l'aveuglette. C'est un thé qui me plaît. J'ai pris ce thé-là. Et donc, ben, je suis en train déjà de dire, well, j'ai hâte que mon thé soit fait parce que j'ai envie de le boire. Je suis en train de me faire un cadeau. Et là, je suis en train de continuer à produire cette chimie. Cette chimie qui m'apaise. C'est une chimie apaisante, se faire plaisir. C'est quelque chose qui, ça décontracte le corps. Vous êtes en train de transformer votre grillage énergétique
non plus en défense, vous êtes en train de le mettre en croissance. Parce que tout d'un coup, sa structure va changer. Et son émanation va changer. Vos pensées qui vont passer à travers ça vont changer aussi. Parce que quand on est stressé le matin, qu'on se réveille, qu'on est déjà en colère, hein, et croyez-moi, on ne pense pas des choses, on ne pense pas « Oh, comme c'est beau la neige qui tombe ». On n'est pas en train de penser ça. Hein. On dit « Chris est en train de neiger encore ». Vous voyez, Christ, pour les Français, ça veut dire Christ, mais c'est un juron ici au Québec. Donc c'est pour ça que je le dis là. Pardon pour les Québécois qui m'entendent parler comme ça, par contre. Mais, donc, tout va être teinté par notre structure énergétique. Donc, nos pensées vont se modifier. Et donc, en se mettant dans un état de paix, paisible, etc., eh bien, on se transforme et on arrive dans un état de paix. Et là, en état de paix, les peurs vont être beaucoup moins réactives. Parce qu'on est en état de paix, donc la modification de la structure ne se fait pas comme ça. Parce qu'on est dans un état de paix et on peut à ce moment-là penser à des situations, tiens, j'ai réagi de telle manière, pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est quoi le fin fond de ma réaction? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il m'a dit ou c'est venu chercher en moi quelque chose qui a activé une peur de dire, tiens, ça m'a fait penser à mon père, ça m'a fait penser à ma mère, ça m'a fait penser à telle situation. Or que sur le coup, vous n'avez pas pensé à ça. Ça vous permet de faire une introspection, de faire l'introspection, comme je vous disais aussi avec les éléments, de savoir en telle réaction, d'une façon, d'avoir une humilité avec vous qui va vous permettre cette humilité d'aller vraiment au cœur de votre vérité, au cœur de ce que vous êtes. Donc, on s'apaise, on provoque cette chimie le plus longtemps possible, et puis on essaye de répéter ça dans la journée. Alors, le matin, je dirais 20 minutes, c'est pas de souci, on peut faire ça en se préparant. Mais dans la journée, c'est pas 20 minutes, sinon votre employeur va dire, t'es en train de faire quoi? T'es en train de rêver là? Bon, réveille-toi. Bon. Donc, c'est de prendre quelques secondes pour répéter les quatre niveaux. Donc, comment est-ce que je me sens? Respiration, respiration. Est-ce qu'il y a un ours? Qu'est-ce que je fais maintenant de me faire plaisir? Je continue à faire ce que je fais. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un salaire à la fin du mois, et puis ce salaire, j'en ai besoin, ça me fait plaisir. Merci. Donc, c'est 20 secondes. Et répétez ça de façon répétitive, afin de créer petit à petit un calme dans votre corps, et de passer du mode défense au mode croissance, de passer du sympathique au parasympathique, parce que vous allez pouvoir agir sur vos peurs que quand vous êtes calme, pas quand vous êtes stressé. Si vous voulez travailler sur les peurs inconscientes, les amener à ce qu'il y ait une transformation et créer de nouveaux sillons, il faut être dans un état de calme intérieur. Peu importe ce qui se passe autour de vous, je dis toujours, j'ai une formation en ce sens, je dis, on peut être libre, libérez-vous et accéder au bonheur dans le sens, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, sauf si c'est un ours, alors là, il y a raison d'avoir peur. C'est que vous n'êtes pas la situation. Vous n'êtes pas non plus l'émotion que vous émettez. Et souvent, on émet des émotions en réaction, or c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on voulait répondre. C'est pas ce qu'on veut créer comme ambiance, même vis-à-vis de ses enfants. On est fâché, fatigué, etc. Et puis tout d'un coup, le gamin il vient vous embêter et vous lui dites quelque chose qui est démesuré par rapport à ce qui se passe en réalité. L'enfant, il ne sait pas que c'est démesuré. Lui, il va construire ses valeurs de vie à partir de ce qu'il vit avec vous. Donc, vous, aujourd'hui, qui êtes adulte, vous avez vécu ça aussi. C'est pareil, on a tous vécu ça, on a tous été enfants, hein. On n'est pas né adulte, on a tous été enfants. Et donc, on ne fait que transbyter ces patterns. Et nos valeurs de vie, elles sont différentes à chacun, je veux bien l'admettre, mais aussi elles sont différentes par rapport aux souffrances que nous avons vécues. Et pour quelqu'un qui va dire ah, je suis en train de vivre l'enfer, ah oui, c'est quoi qui se passe? Ben je sais pas, j'ai pas tendu ma pelouse ce matin. Ah ok, t'as pas tendu ta pelouse ce matin, c'est l'enfer. Ok. Parce que pour certains, c'est peut-être pas ça l'enfer. L'enfer, c'était prendre des coups matin au soir, et puis ça, c'est l'enfer. Vous voyez, donc on parle d'enfer différent. Or que il est important, quand on parle à deux comme ça, de savoir de quoi on parle quand on parle d'enfer. Bon, ça, c'est la communication entre couples, c'est autre chose. Bon. Alors, je reviens donc à l'amour de soi, d'installer petit à petit ce nouveau pattern d'amour de soi, pour ensuite arriver à pouvoir distinguer ce qui anime les peurs en vous, afin d'être dans une relation où vous allez pouvoir parler à l'autre, par exemple, et mettre le point sur les choses réelles, sur les choses, je veux dire, sur les choses qui vont vous chercher à l'intérieur de vous-même, et non pas
la barrière de défense que vous avez voulu mettre, le rigide et qui est coupé de ses émotions. Donc vous avez l'impression que quand il parle, il n'a pas d'émotion. Il dit c'est pas possible de parler comme ça, c'est un gars qui n'a pas d'émotion. Non, non, c'est parce qu'il est trop sensible qu'on a l'impression qu'il n'a pas d'émotion. Parce qu'il est tellement sensible que sa souffrance est insupportable, donc il se coupe de ses émotions. Donc si le rigide se rend compte que c'est comme ça qu'il fonctionne, parce qu'il a ce calme autour de lui et qu'il se dit mais en fin de compte pourquoi je me coupe de mes émotions, quelle est la souffrance derrière qui est tellement forte que je ne suis pas capable de moi-même de montrer mes émotions. Il faut être calme, il faut descendre, et à ce moment-là ça peut éliminer des peurs. Pourquoi? Parce que le rigide qui est en couple avec quelqu'un et puis qui tout d'un coup sent que le couple est en train de vaciller. La peur va s'enclencher parce qu'il va avoir peur peut-être de perdre quelqu'un ou d'être abandonné, peu importe. S'il reste dans son masque de rigide, c'est la faillite. S'il arrive à se rendre compte que c'est par sa rigidité qu'il crée cet environnement, mais peut-être bien que s'il est calme, il va pouvoir le faire. Pas si on est tendu, pas si on est stressé, pas si on a peur, pas si on est dans un état de peur. En étant détendu, oui, il va se rendre compte que tiens, oui, il y a peut-être des choses, j'ai peut-être des peurs qui ne sont pas justifiées. J'ai peut-être des peurs qui me remontent de très loin, mais qui ne sont plus là aujourd'hui, et que c'est des peurs que je répète qui sont des patterns. Mon inconscient le fait parce que lui, il fait que ce qu'il connaît et ce que je suis, mais ma conscience va pouvoir mettre en place des petits procédés, petit à petit, trouver des moyens, je dis mécaniques, c'est-à-dire tout simplement, je ne sais pas moi, si vous avez une relation difficile dans votre couple, et que vous décidez, parce qu'il faut avoir la volonté aussi de changer les choses, hein, c'est pas uniquement dire je veux changer pour que ça change, c'est la volonté, donc c'est je mets quoi en place, mais d'avoir des petits patterns, des patterns peut-être écrits, tiens, on est parti dans un processus de chicane, de querelle. Qu'est-ce que je peux faire pour, tiens, première chose, c'est prendre des grandes respirations. Ok, est-ce qu'on fait ça tous les deux? On fait ça tous les deux. On a des grandes respirations, on se calme. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as ressenti en toi quand il s'est passé cet événement-là? C'est quoi qui s'est passé? Et accepter l'autre, comme je m'accepte moi, autant de compassion à moi qu'à l'autre, autant d'empathie à moi qu'à l'autre, parce que je sais ce que c'est avoir de l'empathie pour moi, je m'aime, je sais ce que c'est avoir de la compassion pour moi, je m'aime, donc je vais savoir ce que c'est avoir de l'empathie pour l'autre. Et à ce moment-là, si les deux travaillent comme ça, là, il y a beaucoup de chances de trouver des terrains d'entente et de résoudre des conflits qui sont peut-être... qui semblaient majeurs et qui en fin de compte ne sont que mineurs. C'est juste l'affrontement de plusieurs blessures. C'est juste l'affrontement de réactions de peur qui nous dominent, et avec les fameux sillons qui vont toujours au même endroit. Et là, on recrée des sillons. Alors au début, c'est peut-être un peu fastidieux tout ça, mais si on arrive à suivre ce processus et qu'on dit tiens, consciemment, je m'y tiens. Consciemment, je m'y tiens. C'est un engagement que je prends vis-à-vis de moi. Je veux me tenir à ça. C'est un engagement. Un engagement, qu'est-ce que c'est? C'est un engagement n'est valable qu'à partir du moment où c'est difficile de respecter son engagement. Sinon, s'il n'y a pas de difficulté, c'est pas un engagement. Si quelqu'un dit je m'engage et dès qu'il y a un problème, il fuit, c'est pas on s'engage pas. Hein, c'est pas. Donc, mais si je prends l'engagement avec moi-même et avec l'autre, mais avec moi-même et que chacun avec lui-même prend cet engagement, mais là, tout d'un coup, on peut arriver à des solutions, on peut arriver à faire en sorte que ces peurs s'atténuent, que ces peurs qui sont toujours là, mais en fin de compte, ne prennent plus le pas, et qu'on puisse dépasser ce grillage énergétique, le transformer, et que ça devienne un grillage d'échange de moi à moi, mais de moi aux autres, et non pas un grillage de défense, stress, ou d'attaque, parce que c'est pas la même chose. Si je pose ma main sur quelqu'un et que je suis tout doux, ça va faire plaisir. Si je pose ma main et que je tape, mais non, je voulais juste te donner une petite tape d'amitié. Enfin, voyons. Moi, je préfère que tu viennes doucement et puis que tu fasses un petit geste doux. J'aime mieux ça qu'une claque dans le dos, là, tu sais, avancer d'un pas. Là. Ah, salut mon copain. Voyons. Hein? Donc, si on se donne ces gestes d'amour, ces gestes vis-à-vis de soi-même hein, aussi, hein, ça commence par soi, et puis à deux, là on peut réussir à construire quelque chose, et surtout à vous construire vous, et à créer votre univers où la peur n'est plus la dominante, mais c'est l'amour de vous qui est le dominant, et que la peur devienne un avertisseur, oui, mais c'est plus votre vie, c'est plus vous qui suivez la peur, c'est plutôt
La peur devient une émotion, comme n'importe quelle émotion, une information. Dire attention, là il y a peut-être un danger, ou j'ai pas aimé ça, attention. Et puis à ce moment-là, je ne réagis plus avec mes patterns, mais je dis ok, qu'est-ce que j'ai perçu, qu'est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai perçu la bonne chose? Est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire? Est-ce que c'est ça c'est ça la vérité? Parce que c'est peut-être pas ça. Mais là, on n'est plus dans ce moment de défense, on est dans ce moment de construction. Et on construit à chaque événement qui se passe, on construit, on ne détruit plus, on construit. Et chaque fois, chaque expérience de vie, à ce moment-là, devient constructive et non plus destructive. On construit, il nous arrive des choses dans la vie, mon mode de réaction va faire que je me construis vers un état de bonheur, me construis vers un état de sérénité et de paix. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Et chaque expérience de vie n'est plus vécue comme encore moins, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est toujours la même chose, pourquoi, non, c'est plus ça. Et tiens, en fin de compte, est-ce que là-dedans, j'ai réussi à faire en sorte de transformer cette peur en construction, en quelque chose de constructif, qui fait que, eh ben, je dirais que plus il y en a, mieux c'est. Non, je ne vais pas exagérer, mais je vais dire, mais bon, je parle de situations difficiles, je ne vais pas exagérer, mais plus en fin de compte, vous allez, beaucoup de petits détails, de petites sources de conflits vont disparaître, parce que ça ne vaudra plus la peine. Parce que même dans la relation de couple, on va même plus se quereller pour ça, parce qu'on sait que c'est du détail, on ne remet pas en question le couple parce que pour un détail comme ça, on remet pas, parce que avant c'était la bombe qui allait faire éclater le couple, et puis aujourd'hui, et puis avec vous-même non plus. Vous aurez le respect de vous-même, c'est important le respect de vous-même, et d'avoir ce respect, c'est fondamental, parce qu'en vous respectant, vous allez pouvoir respecter l'autre et les autres. Et vous allez créer l'harmonie, et quelqu'un qui se sent comme ça en état de sécurité, parce que ça crée une sécurité intérieure, ce qui évite à la peur de s'exprimer. Peu importe ce qui se passe, parce que vous vous sentez tellement sûr de ce que vous êtes, de qui vous êtes, qu'il n'y a plus grand chose qui va pouvoir vous atteindre. Et à ce moment-là, quelqu'un qui est sécurisant comme ça, qui est sécurisé, eh ben, va permettre aux autres de se sécuriser aussi. Parce que au lieu d'avoir un conflit, ben non, on a une écoute, on a une, comment je dire, une empathie, et puis en fin de compte, ça dégonfle le gars qui voulait éventuellement se quereller et puis rentrer en conflit. Ça va le dégonfler, et vous allez l'aider à se ramener à lui-même aussi, et créer l'harmonie. Donc, ces peurs inconscientes, c'est un cadeau en soi, à condition de faire l'effort nécessaire pour les transformer en vous et faire en sorte que vous ne soyez plus tributaire de ces peurs et du cortège de dégâts qu'elles peuvent vous amener, mais que par la conscience, et c'est ça que j'appelle l'élévation de conscience, c'est l'utilisation de la conscience comme il faut et pas n'importe comment. Par la conscience, eh ben, vous pouvez transformer votre être petit à petit et devenir un être en paix et paisible, et créer la paix autour de vous et faire en sorte que tout le monde en profite. Voilà. Alors je ne sais pas, je parle depuis combien de temps, parce que ça fait... Voilà, j'attendais que tu termines. Bon, d'accord, ok. C'est un grand cadeau que tu nous fais, que nous faisons à t'écouter ce soir, Julio, avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Il y a déjà quelques questions dans le chat. Alors, avant de passer à la phase de questions-réponses, j'aimerais qu'en 2 mots, s'il te plaît, tu nous parles de ton atelier qui aura lieu la semaine prochaine, le jeudi 18. Vous allez avoir le lien dans le chat dans quelques minutes. Tu veux juste très rapidement nous en parler de façon à ce qu'on puisse enchaîner. Disons que j'ai déjà dévoilé pas mal de choses dans ce que j'ai dit ici en conférence, c'est-à-dire qu'on va faire certains exercices qui vont nous permettre justement de voir comment est-ce qu'on peut, je parlais des éléments tout à l'heure, différents éléments, comment est-ce qu'on peut à partir des éléments se contrôler, parce que les éléments on les connaît tous, hein, la symbolique du feu on connaît, la symbolique de l'eau on la connaît, donc c'est quelque chose qui est facile à imaginer, et comment est-ce qu'on peut intégrer ces éléments pour modifier son comportement intérieur, comment est-ce qu'on peut à partir de la fameuse grille miroir, bon et pas bon, comment est-ce qu'on peut voir à partir de là, c'est quoi en moi l'élément qui va servir à m'élever, ou du moins à me mettre dans un état de calme, et quel est l'élément que je dois atténuer, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce que je dois dire aussi, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des enfants, je me souviens moi, et quand j'ai quitté la France, c'était le Club Dorothée, vous connaissez tous le Club Dorothée, enfin les Français du moins, c'était
des émissions pour enfants, et le feuilleton principal, le dessin animé principal, c'était Dragon Ball Z. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors c'est très violent, c'est très futuriste en même temps. Ça saute dans tous les coins, tout le monde s'explose, et je veux dire, il y a des morceaux partout. Et je me souviens que mes enfants adoraient ça. Et ils sautaient sur le fauteuil. Alors Harold, mon fils, il sautait sur le fauteuil d'un bout à l'autre. Sarah, sa petite sœur, l'imitait aussi, et bon, parce qu'elle était plus jeune. Alors c'était ça. Et puis je regardais ça, je me dis, franchement, c'est pas fameux comme truc pour les enfants. Et quand je suis venu au Québec, c'était une de mes décisions d'ailleurs de venir ici m'installer au Québec, c'est que nous étions dans l'hôtel, et là il y avait une petite émission qui passait, et c'était une émission qui s'appelait Les Chatouilles, avec des petites marionnettes, et c'était des chats bien sûr. Et je vois mes enfants assis sur le bord du lit, mais là tout calme, tout attentif. Vraiment relaxé, mais vraiment accroché à cette petite émission. Et moi, je regarde l'émission, je me dis, ils vont pas aimer ça. Et puis, j'écoute le discours. Et le discours, c'était, tu vois, tu as fait de la peine à ton ami. Je sais que tu n'as pas voulu lui faire de la peine, mais si tu vas lui dire, ça va lui faire plaisir. Et tu vas voir qu'il t'en voudra pas. Fais-le, disait l'autre. Et je voyais que le discours accrochait mes enfants. Et ils étaient tellement en paix que ça a été la raison majeure de mon départ de France pour le Québec. C'est que je dis, je veux ça pour mes enfants. C'était tellement paisible que moi aussi, ça m'apaisait. Vous voyez un petit peu quand je parle de structure énergétique, là, ce que ça a projeté chez moi, c'est mes enfants qui ont projeté ça. C'est eux qui m'ont donné ça. C'est un échange enfant-parent. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire, et je dis qu'aujourd'hui, c'est ça. Bon, il faut faire attention, et ça on verra. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement éviter de réactiver ces peurs inconscientes. Et donc ça va être l'atelier qui va parler de ça. Donc les éléments, on va voir aussi le protocole de l'amour de soi d'une façon plus approfondie. Donc ça va être l'atelier, donc qui va être présenté le 18. Voilà, le 18, vous avez le lien là dans le chat pour vous inscrire. Il n'y a que 8 places pour cette date. Donc, s'il y a des personnes qui seraient intéressées, je vous invite à le faire dès maintenant. Alors, ce qui serait bien, c'est que ça sera interactif, donc ça c'est bien, parce que les gens pourront poser des questions directement, oui. Et donc on pourra éventuellement travailler sur des cas précis, si les personnes ont des cas précis, ont des peurs précises, si bien sûr ils souhaitent le faire en public, parce que bon, sinon ils peuvent le faire en particulier, mais en public on pourra le faire, donc on pourra travailler sur du concret pour justement essayer de créer qu'à la fin ils aient vraiment des outils à utiliser d'une façon quotidienne et non pas uniquement dans la tête, de façon quotidienne pour essayer justement de transformer ça. Et je vais axer ça aussi sur la notion de couple, parce que la peur dans le couple fait beaucoup de dégâts, et donc il y aura aussi une partie qui va être axée spécifiquement couple. Voilà. Alors il y a quelques questions si tu veux. Oui. Bon, il nous reste un quart d'heure avant la fin, ça passe très vite. Oui. Alors j'ai une question de Iris qui dit: ma mère était convaincue que je n'étais pas sa fille et qu'il y avait eu substitution de bébé à la naissance. Pendant 50 ans, j'ai tout fait pour ne ressembler à personne de la famille et j'ai réussi. Mais je suis devenue misanthrope et un peu agoraphobe. Est-ce lié? Oui, c'est sûr que c'est lié. C'est sûr que c'est lié. Et je veux dire que c'est une réaction normale de la part de l'enfant de réagir comme ça, et puis l'adulte aussi, parce que les patterns se sont ancrés et ont développé des attitudes, ont développé une façon de penser. Bon, quand elle me dit qu'elle est misanthrope, je comprends ça, mais ça s'est développé. On n'est pas misanthrope, donc ça s'est développé. Et c'est sûr que cette blessure d'injustice et de trahison, parce qu'il y a de la trahison là-dedans. C'est sûr que c'est aujourd'hui est très très fort. Mais rien n'est perdu, parce que ça dépend comment est-ce que la personne se sent. Je ne sais pas, qui a posé cette question? Iris. Ouais, c'est ça, il faut savoir un petit peu comment est-ce que Iris vit ça aujourd'hui. Est-ce qu'elle est sereine? Est-ce qu'elle est bien? Si elle n'est pas bien, il est possible d'aller justement, on n'enlèvera pas les blessures sont inscrites, mais peut-être mettre en place quelque chose qui va faire que d'être un peu moins misanthrope, par exemple, parce que quand on est misanthrope, on peut être irrité par tout ce qui se passe autour de soi et vouloir trouver que les personnes, et c'est peut-être souvent le cas, ne sont pas dignes de confiance, ne sont pas dignes d'intérêt, ou dignes de faire des choses avec eux. Donc on s'écarte un petit peu de la société. Et ça peut être un choix personnel, mais si c'est souffrant pour soi et qu'on souffre de la solitude,
là, c'est pas la solution. Il faut trouver une autre solution. Il faut trouver et mettre en place quelque chose d'autre que la conscience va pouvoir mettre en place pour passer dans l'inconscient et au moins vivre d'une façon beaucoup plus sereine. Parce que il faut être. Moi, je dis toujours, hein, le paradis, moi, c'est ici et maintenant que je le veux. C'est pas après. Après, je sais pas ce qui se passe. Quand on raconte un tas de trucs, tant mieux. Mais moi, c'est ici que ça se passe. Et donc, c'est ici que je veux être heureux. Donc, voilà, c'est ça que je prône. Voilà. Merci. Une question de Mireille qui dit, pardon, Julio, je me pose une question depuis longtemps. Certaines musiques, pas forcément tristes, me font pleurer. Depuis longtemps, je suis très sensible à la musique. Pouvez-vous expliquer cela? Ben, disons que la musique est le déclencheur. C'est peut-être pas la musique qui fait pleurer, mais seulement la musique, c'est une vibration hein, aussi. Hein, on parle de vibration sonore. C'est une vibration donc qui va toucher sans doute une corde chez elle qui est une blessure, qui est quelque chose qui l'amène. Alors quoi, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas, mais c'est sûrement un état souffrant derrière qui est caché. Et que seule la musique va chercher, seule ou peut-être autre chose, mais que la musique va chercher parce qu'il y a une vibration qui va résonner. On parle bien de tissu énergétique qui va résonner sur la blessure et qui fait que tout d'un coup, ben, il y a une mélancolie qui s'installe et peut-être un effet de tristesse. Donc il y a quelque chose derrière, mais qu'elle ne veut peut-être pas reconnaître. Ou qu'elle ne connaît peut-être pas, parce que parfois on ne sait pas, parce que comme je dis toujours, dans un état de souffrance, parfois la souffrance était tellement forte que notre inconscient, pour nous protéger, cache cette souffrance, cache l'objet de la souffrance. Et donc on n'a pas de souvenir, parce que c'était tellement souffrant qu'il l'a occulté, pour notre bien, parce qu'il y avait un danger de débalancement total. Donc il a essayé de maintenir l'équilibre en occultant l'objet de la souffrance, mais par contre l'objet reste là, la souffrance reste là. Et donc, c'est dans le corps et la vibration musicale arrive et tout le corps en prend et réagit. Ça vibre, tout simplement. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Oui. Oui, je pense que c'est ça. Une question de Pléiade qui dit qu'en progressant dans l'amour de soi, je fuis les autres, j'aime la solitude de plus en plus. Mais n'est-ce pas la peur des autres? Merci. Oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est sûr que par l'amour de soi, on n'a plus envie de souffrir. Donc, si on pense que les autres sont l'objet de notre souffrance, ben on les fuit. C'est une réaction normale au début. Il faut continuer dans l'amour de soi pour arriver à cette sécurité de soi. À partir du moment où on se sent sécure avec soi-même, les autres ne font plus peur. C'est terminé. Et donc, c'est un signe qui nous dit on est sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie, continuez, mais allez encore plus loin, allez au cœur de vous-même pour trouver la sécurité au cœur de vous-même. À partir de là, il n'y a plus rien qui peut vous affecter, et surtout pas les autres. Bien sûr. Une question de Kali là, que je vois arriver. Est-ce que les peurs peuvent être effacées définitivement? Par exemple, la peur de parler en public. Alors, je dirais oui et non. Alors, oui, dans le sens qu'il y a une solution, non, parce que c'est inscrit en vous. Mais vous pouvez, par l'amour de vous, dépasser cet état. C'est-à-dire, oui, je ressens, avant de parler en public, j'ai peur, mais j'ai tellement confiance en moi que je vais y aller. Vous voyez? Donc, et vous y allez, parce que la peur, c'est quelque chose de salutaire, hein, et c'est normal. Donc, si vous avez cette peur de parler en public, vous en prenez conscience, et puis le processus, c'est de vous amener à dire, mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Et je vais raccourcir, parce que sinon, on est parti pour 2 heures. C'est d'arriver à dire, ben, oui, j'ai peur de parler en public, mais j'y vais quand même. Parce que je suis sécure avec moi-même. Je reviens encore le côté sécurité. Et je vais parler en public. Et puis j'arrive en public, j'ai un peu le trac, hein, le trac des comédiens, vous savez, qui ont toujours le trac avant d'entrer en scène. Une fois qu'ils sont en scène, c'est terminé. Moi, je suis orateur, je fais des conférences, mais avant d'entrer en scène, ben, je veux dire, je suis toujours, je me dis, bon, est-ce que je vais trouver les mots, est-ce que je vais pouvoir donc j'ai un peu peur. Mais une fois que je suis dedans, mais je suis dedans, et là, c'est un élan d'amour dans les deux sens. Et je veux dire, c'est très plaisant. Donc, j'ai plus de trac, c'est terminé. Mais j'ai toujours ce petit trac avant d'entrer, donc j'ai toujours cette petite peur de parler en public avant d'entrer. Ici, avant de commencer, j'avais le trac parce que je me dis, bon, est-ce que je vais avoir tous mes mots, est-ce que donc, après, j'y vais, et puis je me fais confiance. Je dis, écoute, vas-y, donc voilà, et puis j'y vais, et puis voilà. Donc oui, bien sûr, ça peut s'éliminer. Oui, je confirme aussi, hein, moi qui ai toujours eu très peur de parler en public, je ne pensais pas pouvoir un jour faire des conférences et parler là
comme ça devant autant de personnes. Donc oui, c'est quelque chose que l'on peut transcender grâce à l'amour de soi, effectivement. Alors, il y avait une autre question que j'ai perdue. Alors oui, Nicole qui te dit, Julio, je ne comprends pas bien quelle relation y a-t-il entre le fait de se faire plaisir, c'est certes important, et la libération de nos peurs. Alors, bon, ben, le processus, quand j'expliquais se faire plaisir, c'est le processus d'abord pour l'amour de soi. Alors, c'est sûr que on ne passe pas de l'un à l'autre comme ça, mais tant qu'on n'est pas en amour de soi, on ne peut pas évacuer ses peurs. Donc, on ne peut pas aller jusqu'au cœur de ses peurs si on n'est pas assez en amour avec soi-même. Parce qu'aller au cœur de ses peurs, c'est rentrer dans l'intimité de soi-même. Et on ne peut rentrer dans l'intimité de quelqu'un que si la personne se sent en confiance, que si elle ne sera pas jugée. Donc si je m'aime et que je dois avoir confiance en moi et que je ne vais pas me juger en disant « Oh, que je suis mauvais là-dedans, oh, que je suis pas bon, oh, je suis une ci, je suis une là ». Si vous aimez comme ça ne marchera pas. C'est comme le parent qui dit « T'es nul ». C'est pareil. Même s'il vous aime, si vous dites que t'es nul, ça fait pas du bien à l'enfant. Donc si vous voulez, au cœur de vos peurs, il faut passer par l'amour de soi, et donc c'est par un petit processus que j'ai mis en place, on essaie d'y arriver et puis qu'on va plus loin, pour enfin accéder à l'intimité de soi et oser aller voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on pense qu'elles sont ou telles qu'on aimerait les voir. Et d'aller dire oui, mais j'ai peur dans telle situation, oui, j'ai peur quand je suis en relation de couple parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur de me faire juger, j'ai peur au lieu de réagir en égo et puis dire en fin de compte être agressif ou comme ça, c'est arriver au fond de soi-même et reconnaître simplement qu'on n'est pas parfait. On est tous parfaits dans l'imperfection, mais reconnaître tout simplement que oui, parfois ça nous arrive de réagir bêtement parce qu'on a peur d'être jugé. Comme la personne qui est figée, quand là c'est même pas une peur d'être rejeté, la personne qui est figée par un événement, son conjoint est ultra violent et lui dit quelque chose de désagréable et la personne est figée. Il va falloir aller au cœur de ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle est figée? Qu'est-ce qui fait que ça la fige? Est-ce que c'est un événement peut-être qui s'est passé dans l'enfance? Est-ce que c'est un événement qui s'est répété? Est-ce qu'elle a eu peur de quelqu'un à un moment donné? Est-ce qu'elle a été traumatisée? Donc il va falloir aller rechercher tout ça, sans fouiller dans le passé. Je ne suis pas pour aller fouiller dans le passé. Elle gratter le bobo, je ne veux pas gratter le bobo. Mais au moins d'avoir suffisamment d'amour pour aller au cœur de soi. Parce que c'est là qu'est la réponse. Et c'est là qu'on va pouvoir agir. Et c'est là qu'on va pouvoir relativiser les peurs que nous avons. Dire en fin de compte, oui, j'ai peur de monter sur scène, mais je m'aime assez, j'ai suffisamment confiance en moi parce que par amour de moi, et j'y vais sur scène. Bon là, c'est léger ce que je dis là, mais j'y vais. Mais ça peut être des choses beaucoup plus difficiles. Si je suis en relation de couple, c'est avoir l'humilité de reconnaître, voilà, je suis désolé d'avoir fait ça. C'est pas une question de s'excuser. Je suis désolé d'avoir fait ça parce que moi-même, je me suis senti agressé quand tu m'as dit ça, ou je me suis senti ridiculisé, je me suis senti parce que j'ai dit quelque chose et puis je m'ai vu ta réaction et puis je me suis senti nul, donc j'ai réagi comme ça. Savoir cette humilité-là, on ne peut l'avoir que si on s'aime. Sinon, c'est des guerres d'ego. C'est pour ça que je passe de se faire plaisir. De se faire plaisir, c'est créer une réaction chimique dans le corps, de telle manière que cette chimie-là va venir contrer la chimie engendrée par le stress. Le stress engendre une chimie d'adrénaline, etc. C'est un peu comme si quand vous avez bu de l'alcool, eh bien, pour passer, je veux dire, d'une chimie d'alcool à une chimie de non-alcool, ben, buvez de l'eau, ça sera plus facile. Et quand, pour finir, la chimie d'alcool va s'atténuer, que l'eau va prendre la place, et qu'en fin de compte, l'alcool va disparaître, ben là, vous allez être à jeun. Hein, vous allez être à jeun. Et c'est pareil, j'enclenche cette chimie de plaisir pour venir contrer la chimie de stress, parce qu'il va rester là, qu'il va s'atténuer, parce que la source ne sera plus alimentée, mais je vais installer une chimie de plaisir. Et pour finir, cette chimie de plaisir va prendre le dessus, et là, quand je suis dans cet état-là, je peux mieux m'aimer, je peux mieux à l'intérieur de moi-même. C'est pour ça, cette chimie de plaisir, par rapport à travailler après sur la peur. Voilà. Est-ce que c'est clair, Nicole? Je ne sais pas. On va prendre encore deux questions. Il y a une question d'Yvonne qui est intéressée par l'atelier, mais nous dit-elle, je pense que mes peurs sont surtout des vagues d'angoisse de temps en temps. Et dans ces moments-là, je suis très mal. Et comme vous avez parlé de névrose, est-ce que je dois me situer là-dedans? Non, pas nécessairement. Parce que les angoisses sont sûrement justifiées par quelque chose.
même si elle ne sait pas le pourquoi, et c'est là que je dis qu'il faut aller au cœur de soi-même. En allant au cœur de soi-même, elle va peut-être trouver les angoisses. Et les angoisses, c'est peut-être pas toujours des choses qui se passent sur le moment, hein, c'est pas ça. Hein. C'est parce que nous avons, comment je veux dire, des vagues de pensées, je veux dire, souterraines qui ne sont pas nécessairement conscientes, qui sont en dessous, et qui peuvent, par exemple, je sais pas moi, c'est pour ça que écouter de la musique, et de la musique qui vous rend mélancolique, c'est peut-être pas toujours la chose à faire, parce que ça crée cette vague en dessous. Et donc, tout d'un coup, tout allait bien, et là, vous vous dites, je sais pas, j'ai l'impression quelque chose qui va pas. C'est parce qu'il y a quelque chose en lame de fond qui est en train de justement de circuler, qui n'est pas conscient, qui est dans l'inconscient. Et c'est ça qu'il faut aller identifier. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi, en fin de compte, il y a cette lame de fond? Et par amour de soi, avec l'amour de soi, on va pouvoir aller voir cette lame de fond et dire en fin de compte, ah, c'est ça qui se passe. Il y a un relent de quelque chose, un relent de, je sais pas, d'insatisfaction qui est peut-être légère, mais ça me perturbe quelque part. J'ai pas pu, par exemple, j'ai eu le cas moi d'une personne qui me dit, moi je voulais être musicienne, on parle de musique, j'ai voulu être musicienne, mais j'ai pas pu le faire parce que j'ai eu 4 enfants, alors que j'ai fait toutes les études pour. Mon mari a pu le faire parce que lui, ben, il s'occupait pas des enfants, et donc j'étais bien content de le voir, de voir son succès. Mais moi, de temps en temps, ben, il y avait un petit côté, j'étais pas bien. Il y avait et en fin de compte, c'était juste le fait qu'elle n'a pas pu s'exprimer dans la musique comme elle souhaitait et elle s'est consacrée à ses enfants. Et donc, ils forment un couple heureux, mais elle a une lame de fond qui vient chercher, qui de temps en temps revient. Alors, consciemment, on le voyait pas, mais on a mis le doigt dessus et bon, c'est ça, c'est tout simplement ça. Pas... Donc, c'est pour ça que le lien que je faisais tout à l'heure. Oui. Et une dernière question de Jennifer. Est-ce que les peurs de l'enfance sont longues à transcender si on n'en a pas conscience? Ben, si on n'en a pas conscience, on ne pourra pas les transcender. C'est plus dur que ça. C'est-à-dire que les peurs de l'enfance qui sont bien inscrites en soi, si on n'en a pas conscience, eh bien, on va pouvoir éventuellement, par le raisonnement, par le côté analytique, notre cerveau gauche, éventuellement dire, bah, en fin de compte, il n'y a pas besoin d'avoir peur pour ça. Mais là, vous mettez le couvercle sur la casserole, c'est-à-dire que vous ne les voyez pas, vous mettez le couvercle sur la casserole pour dire, il n'y en a pas, or qu'il y en a une. Et donc, ça peut agir, ça peut être des sources, par exemple, de malaise physiologique. Ça peut créer des réactions, peut-être minimes, hein, des choses légères, mais ça peut créer de l'urticaire, ça peut créer de l'eczéma, ça peut des choses très légères comme ça, mais enfin, c'est pas toujours agréable, qui fait que, en fin de compte, on a des migraines, ça peut créer toutes sortes de choses qui fait que ça survient, des petits débalancements hormonaux, parce que c'est en lame de fond, c'est derrière, et donc, il y a quelque chose qui va rappeler ça, mais on a mis le couvercle dessus, on dit non, c'est rien du tout. Donc, et puis, mais c'est quand même là. On peut pas nier ce qui a été. Ça a été, point la ligne. La prise de conscience est inévitable. C'est ça. Bien, écoute, pour terminer, moi j'ai une petite question parce que oui. Tu as parlé tout à l'heure des peurs qui s'inscrivaient dans le corps physique. On le voit dans le livre de Lise Bourbeau, effectivement, le corps est marqué par les différentes blessures. Est-ce qu'une fois que ces blessures sont résolues, en tout cas conscientisées et dépassées, est-ce que le corps aussi change? Oui, ben disons que c'est certain qu'à partir du moment où on a changé la grille énergétique, c'est-à-dire que, bon, j'aime bien le mot résolu plutôt que guéri, parce que souvent les gens emploient le mot guéri, or qu'on ne les guérit pas, c'est comme ça, c'est comme si, comme je dis, on est avec une jambe plus courte que l'autre, ben tu peux pas rallonger ta jambe, là, ça restera comme ça. Et donc notre structure mentale ne pourra pas changer, mais par contre on pourra y trouver, ben, je pourrais par exemple, je sais pas moi, mettre un talon plus haut, et puis ça va faire que je vais pouvoir marcher normalement, donc on va pouvoir mettre des choses qui vont pallier à ces blessures, et donc, attends, la question c'était, la question c'était est-ce que physiquement les choses peuvent changer? Oui, alors c'est sûr, à condition de rester consciente. C'est-à-dire, c'est pas le tout de les avoir compris, éventuellement, avoir, ok, je les ai acceptés, c'est comme ça, c'est fini. C'est de mettre en branle quelque chose qui va changer la structure énergétique. Parce que sinon, le fait d'en prendre conscience ne suffit pas à changer le corps. Même si tu as fait des travaux dessus, il faut continuer parce que ce qui se passe, c'est que l'inconscient a toujours tendance à remettre ce qu'il connaît. Donc, si tu as compris, si tu as fait des efforts, qu'il semble que tu as en effet résolu le problème, il faut continuer à agir sur l'inconscient pour qu'il continue à transformer la matière, pour que la grille énergétique
continue à transformer ta matière. Donc il faut l'alimenter. Sinon, c'est comme si tu as envoyé, je sais pas moi, du courant pendant un certain temps, puis tu n'en envoies plus. La lampe s'allume plus. Tu vois donc il faut continuer à envoyer du courant. Et là, c'est toujours par l'amour de soi, c'est revenir dessus. C'est un travail incessant hein, dans notre vie. Et donc, c'est revenir dessus, c'est être sûr que, bon, voir regarder ses comportements, dire est-ce qu'en fin de compte, j'ai agi pas avec mes blessures ou j'ai pas agi avec mes blessures. Ah tiens, là, encore un peu. Ok, ben je continue. Et alors là, à un moment donné, ben, ça devient chronique, mais ça rentre dans le corps. Et on prend par exemple pour une habitude, les neurosciences nous disent que c'est 15 jours grosso modo, c'est vrai, 15 jours, 3 semaines, c'est vrai, mais pour qu'elle s'intègre plus ou moins un automatisme, c'est 3 mois, pour qu'elle s'intègre totalement dans le corps, c'est plus d'1 an, et après, si on veut vraiment dire que ça fait partie de nous-mêmes, c'est 3 ans. Donc, à partir du moment où on a résolu le problème, donc ça veut dire que c'est un travail permanent, c'est un travail permanent, c'est un travail permanent. Donc, la conscience, pour moi, doit servir à être heureux et il faut l'activer tout le temps. Il ne faut pas la laisser dormir, il ne faut pas la laisser uniquement servir à faire sa liste d'épicerie. Ouais. Alors voilà, activons notre conscience en permanence pour avancer sur ce chemin. Ouais. Merci beaucoup, Giulio, pour la richesse. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. Merci à tous d'être là, de nous suivre. Je rappelle encore une fois l'atelier de Giulio la semaine prochaine, jeudi 18 à 20h30. Vous pouvez vous inscrire sur le lien ici ou sur le site d'ADN Nouveau Paradigme. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée, une bonne nuit et puis à très bientôt pour une prochaine conférence. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Bonsoir. Merci pour votre accueil. Bonsoir. Bye bye. Comment je fais? Ah voilà.